Le chaos ne produit pas de chef-d'œuvre. Julia Kerninon, Presse universitaire de France. Qui peut sérieusement croire à cette légende d'un écrivain qui déboule dans son cabinet de travail, armé d'un stylo et d'une bouteille d'alcool, et qui, à la fin de la nuit, produit un chef-d'œuvre. Guerre et paix, Gatsby le Magnifique ou La Métamorphose. Julia Kerninon, docteure en littérature américaine et également romancière, s'est interrogée sur la persistance de cette légende. Elle s'est donc intéressée à plusieurs cas d'écrivains. C'est par exemple William Faulkner, qui a souhaité donner de lui l'image d'un paysan taiseux et rude, alors qu'il n'a jamais travaillé la terre et qu'il était plutôt volubile. C'est Ernest Hemingway, dont le rapport à l'alcool, si médiatisé, a en fait été très savamment travaillé. C'est aussi Steinbeck, qui, loin de l'image de l'écrivain maudit et solitaire, était au contraire soutenu par une famille aimante et de nombreux amis. Alors pourquoi le chaos, la sensation de chaos, reste-t-elle cette fiction liée à l'acte de création littéraire ? Peut-être parce qu'un chef-d'œuvre, c'est tout simplement un travail magnifique dont toute notion d'effort a, par une sorte de grâce, été évacuée et produit une œuvre profonde, limpide et qui semble couler de source. Le chaos ne produit donc pas de chef-d'œuvre. Julia Kerninon, nantaise, Presse universitaire de France. Marlène Dietrich, Celle qui avait la voix, de Camille Larbet, aux éditions ligériennes Capricci. Marlène Dietrich est un véritable mythe, et son nom évoque tour à tour l'Ange bleu qu'elle a tourné avec Steinbeck, sa rivalité avec la divine, Greta Garbo, sa romance avec Gabin. Mais ce que nous dévoile Camille Larbet, c'est aussi un parcours exigeant d'une véritable artiste qui n'a jamais laissé rien au hasard, qui déjà, à l'âge de 12 ans, choisit de troquer son nom, Marie-Magdeleine, pour Marlène, et se réinvente ainsi. Cette jeune fille est aussi une violoniste accomplie, mais qui, à la suite d'un malheureux accident, doit renoncer à sa carrière de violoniste. Elle décide alors de devenir comédienne. Et même si sa carrière débute dans le cinéma muet des années 20 de Berlin, c'est grâce au parlant qu'elle deviendra véritablement une légende. Car Marlène Dietrich avait un atout inimitable, sa voix. Sa voix unique, sa voix rocailleuse, sa voix grave, sensuelle, cette voix inimitable dont elle a su jouer encore longtemps après lorsque le cinéma l'a délaissée pour devenir une actrice accomplie du music-hall. Camille Larbet a su magnifiquement la rendre à travers ses pages. Et ce n'est pas le moindre mystère de cette grande comédienne. Marlène Dietrich, Celle qui avait la voix, Camille Larbet, aux éditions Capricci. Les éditions Warm de Laval publient une revue tout à fait passionnante, Blink Blank. C'est la revue du cinéma d'animation. Dans cette revue, vous saurez tout sur la création, le processus de création, d'écriture, de tournage du film d'animation, les coulisses, comment sont créés les décors, les costumes, qui double les films d'animation, pourquoi, comment, et puis une réflexion aussi sur les films hybrides qui associent films réels et films d'animation. Nous avons ici le numéro 4, un numéro tout à fait passionnant qui s'intéresse au cinéma d'animation consacré à l'exil. Car le cinéma d'animation semble tout à fait propice à l'exploration des destins à la fois intimes, individuels, mais aussi collectifs, liés à l'exil et aux migrations. C'est par exemple Joseph, qui va retracer l'histoire de ces Espagnols ayant fui l'Espagne franquiste, mais qui se retrouvent parqués dans des camps de détention dans le sud de la France. C'est également Sulema, qui va explorer de l'intérieur, avec une certaine métaphore animale, le destin, le parcours et le regard d'un Syrien sur son exil. Et puis, dans cette revue, vous y trouverez aussi des films tout aussi récents, mais qui peuvent parler de sujets différents, l'actualité du film d'animation, comme par exemple Belle, ou alors Où est donc Anne Frank. Une revue donc passionnante, critique, érudite, mais tout à fait savante et accessible pour les amoureux du film d'animation et tous ceux qui souhaitent le découvrir.
Voyage dans mon jardin de Nicolas Joliveau aux éditions Hong Fei. Nicolas Joliveau semble être l'homme des défis impossibles et poétiques. C'est un artiste plasticien et pour son diplôme de beaux-arts, il s'était tout simplement intéressé au dessin du vent. Il était parti dessiner les vents à travers la France. Et puis, on suivit une trentaine d'années de voyages à travers le monde, de voyages effrénés, tout aussi poétiques et artistiques. Et puis, soudain, au bout d'une trentaine d'années, s'est fait sentir un besoin de sédentarité. Nicolas Joliveau s'est dit que peut-être, à courir ainsi le monde, il passait à côté d'un monde en soi, son jardin de 300 mètres carrés dans la ville de Saumur, qui peut s'avérer aussi vaste que la Chine. Alors dans ce jardin, il y a Jean-Noël, le rouge-gorge, il y a Monsieur et Madame Merle, il y a Mémère, la crapaude, mais il y a aussi les jacinthes, la croissance de l'iris en 20 jours de février. Et puis surtout, ce jardin est l'occasion pour lui de raconter l'histoire de sa famille, de raconter ce lieu qui avait tout d'abord souffert en 1866 d'une crue importante de la Loire. Et ensuite, ses arrière-grands-parents ont décidé de construire une maison qui ne serait pas submersible par le fleuve. Et puis, il y a aussi ces moments où Nicolas Joliveau retrouve des billes avec lesquelles lui-même jouait quand il était enfant, ou bien plus récemment les cartes Pokémon de ses propres enfants. Et puis, il y a ces moments très tendres où il évoque ses grands-parents, et notamment le moment où sa grand-mère quitte la maison sans savoir que malheureusement c'est pour la dernière fois. Alors, partagez ce beau voyage dans le jardin de Nicolas Joliveau, qu'il vous ouvre avec beaucoup de générosité et de talent. Ce livre, Voyage dans mon jardin de Nicolas Joliveau, est paru aux éditions Hong Fei. L'élégante revue 303 est consacrée aux arbres, ces arbres qui nous sont si intimement liés. Car oui, nous avons tous un arbre dans la tête. C'est ainsi que commence ce numéro. Que cet arbre soit un arbre réel, ou éventuellement nous avons grimpé quand nous étions enfants, peut-être construit des cabanes, que ce soit un arbre imaginaire, avec notre pensée en forme d'arborescence, et nous avons tous derrière nous un arbre généalogique. L'arbre, c'est aussi ce qui de tout temps a permis à l'homme de s'abriter, de se chauffer, de se nourrir ou de se guérir. Et nous n'en avons pas fini de découvrir leurs bienfaits. C'est tout cela que va explorer cette revue, sans oublier certains débats qui peuvent être liés à la question de l'arbre. Faut-il à tout prix, au plus vite, et sans considération pour le temps qui doit passer, verdir les villes en y implantant un maximum d'arbres poussés trop vite? C'est la question qui se pose lorsque l'on voit des villes plantées à tour de bras sans se soucier du temps qui devrait passer pour ces arbres. Mais c'est aussi revenir à la fonction symbolique de l'art. Et dans la région des Pays de la Loire, de nombreux lieux sont liés à la pratique religieuse ou des pratiques plus anciennes liées aux arbres. Et puis enfin, l'arbre sait se faire sa place dans la création et dans l'art contemporain. Car oui, l'arbre, par son aspect physique même, nous invite à penser la complexité, la ramification, la résonance entre les racines et les branches. Alors comme nous le disions plus tôt, le chaos ne produit pas de chef-d'œuvre, mais peut-être que les arbres y contribuent grandement. Revue 303, la revue des Pays de la Loire consacrée aux arbres.